Son prénom, Tiphaine, revient souvent dans les médias, comme un douloureux rappel de sa disparition. Une photo accompagne son nom, celle d'une jeune femme souriante aux yeux d'un vert pétillant et aux cheveux tirés en arrière. Tiphaine Véron a disparu au Japon un jour de juillet 2018. Elle s'est comme volatilisée à une centaine de kilomètres de Tokyo. Depuis, sa famille la cherche sans relâche. Une quête presque impossible, à 10 000 kilomètres de chez eux, dans un pays dont ils n'ont pas les codes. Une absence inquiétante, des enquêteurs peu impliqués, et derrière, des enjeux diplomatiques que le commun des mortels a du mal à saisir. 29 juillet 2018. Une chaleur caniculaire enveloppe la France depuis quelques jours. Damien Véron a les yeux rivés sur son téléphone. Il attend un message de sa sœur Tiphaine, partie l'avant-veille en vacances au Japon. Depuis qu'elle a quitté la France, elle partage ses aventures sur le fil WhatsApp familial. Des détails sur les aéroports, les temps de trajet, ses premières impressions, des photos, des paysages. Mais ce matin, rien. Pas de photos, pas de message. Peut-être que là où elle se trouve, le réseau n'est pas assez bon. Ou bien, sans doute, profite-t-elle du dépaysement pour déconnecter. L'inquiétude pourtant s'installe lentement. Les heures passent, puis les jours. Finalement, le 1er août 2018, une notification Messenger brise le silence. Bonjour monsieur, c'est l'ambassade de France à Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous contacter ? C'est au sujet de votre sœur Tiphaine, qui est actuellement au Japon et qui n'a pas donné de nouvelles à l'hôtel où elle résidait depuis quelques jours. Nous avons essayé de contacter vos parents, en vain. L'angoisse monte d'un cran. Où est Tiphaine ? Après un bref échange avec l'ambassade de France au Japon, la police locale donne à son tour des informations à la famille Véron. Aux dernières nouvelles, Tiphaine était dans la petite ville de Nikko, à 150 km de Tokyo, la première étape de son voyage. Elle a passé la nuit du samedi au dimanche à l'hôtel. Tiphaine n'a pas rendu sa chambre à l'heure convenue. Son lit n'était pas défait. Son passeport, sa valise et ses notes de voyage étaient posées à côté. C'est l'hôtelier qui a signalé sa disparition à la police le 30 juillet. Très organisée, Tiphaine a préparé son voyage dans les moindres détails. Dans ses notes, traduites en français et en japonais, elle a minutieusement détaillé tous les lieux qu'elle voulait visiter à Nikko. Les policiers de la ville ont patrouillé partout où Tiphaine avait l'intention de se rendre, ont interrogé les habitants du quartier en montrant une photo de la touriste. Ils ont appelé les hôpitaux aux alentours. Ils n'ont trouvé aucune trace de la jeune femme. Selon eux, 2 possibilités. Soit Tiphaine a eu un accident pendant une de ses visites, soit elle a été victime d'un acte criminel. Immédiatement, la famille, les frères de Tiphaine, Damien et Stanislas, sa sœur Sibylle et sa mère Anne s'accrochent à la piste de l'accident. La plus supportable. Tiphaine a dû glisser. Elle est sans doute coincée quelque part. Il faut agir vite pour la sauver. Unis, ils décident d'abord de signaler la disparition de Tiphaine au commissariat de Poitiers. Un procès-verbal pour disparition inquiétante est rédigé. Dans la foulée, la fratrie s'envole pour le Japon. Le samedi 4 août 2018, Damien, Sibylle et Stanislas atterrissent à Tokyo. Depuis Poitiers, leur mère, elle, mobilise l'entourage. Un avis de disparition, une page Facebook et un compte Twitter sont créés. Le but, amasser un maximum de témoignages. La survie de Tiphaine est peut-être en jeu. La course contre la montre est engagée. Chaque minute compte. La moindre information peut faire la différence. Arrivée à Nikko, la fratrie Véron est accueillie par la police locale, accompagnée de leur interprète. Les yeux grands ouverts, ils découvrent cette ville qu'ils ne connaissent pas. Nichée entre des petites montagnes et la forêt, la ville de 12 000 habitants vit surtout du tourisme. Inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces temples et sanctuaires attirent tous les ans plus de 12 millions de curieux. Les policiers ont déjà commencé leur petite enquête. Dans la voiture qui les conduit vers les sites touristiques que Tiphaine avait prévu de visiter, un des officiers tend une image aux 3 Français. Une photo d'un foulard bleu posé sur la terre.
Votre sœur s'est approchée du bord du chemin pour faire une photo. Elle a glissé vers la rivière et dans sa chute, son foulard est tombé. Dans la fratrie, aucun ne reconnaît ce foulard. Le policier poursuit. Le jour de la disparition, un typhon a touché la région. Les conditions météo étaient vraiment mauvaises. Il a beaucoup plu et le niveau de la rivière est monté. Tiphaine a sans doute été emporté par le courant. Incompréhension pour les Véron. Si Tiphaine est tombée, pourquoi rien n'a été organisé pour lui venir en aide? Elle est introuvable depuis 5 jours déjà. Réponse immédiate des policiers. Le courant est bien trop dangereux pour envisager des recherches dans la rivière. La visite de la ville avec les policiers se termine à l'hôtel où Tiphaine a séjourné avant de disparaître, le Turtle Inn. L'hôtelier semble surpris, presque mal à l'aise de voir les 3 pots de vin. Il raconte avoir vu Tiphaine le dimanche 29 juillet aux alentours de 9h pendant le petit déjeuner dans la salle commune. Elle a d'ailleurs parlé avec un couple de touristes allemands. La jeune femme a ensuite quitté l'hôtel à 10h30 et n'est jamais revenue. L'hôtelier est une figure locale. Tout le monde le connaît. Mais son attitude étrange inquiète les Véron. Aurait-il un lien avec la disparition de Tiphaine ? Les images de vidéosurveillance de la ville ont été épluchées par la police. Tiphaine apparaît le samedi vers 15h à la gare, puis vers 20h dans une supérette locale. Puis, plus rien. Il n'y a plus aucune image d'elle. Elle n'a pas été filmée dans le bus, ni dans la rue ou près des sites touristiques. Après de rapides recherches, la police privilégie la piste de l'accident. Tiphaine est tombée, s'est noyée dans la rivière, son corps va finir par remonter et sera trouvé par les pêcheurs. Selon eux, sans nouveaux indices, il est inutile de mener plus de recherches. Ils rendent la valise de Tiphaine à sa famille et clôturent le dossier. C'est la douche froide pour les Véron. Une femme disparaît et la police ne fait rien. Sonnés, ils ne comprennent pas. Seule certitude, ils n'abandonneront pas leur sœur. Tiphaine est la deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Après le divorce de ses parents, elle grandit avec sa mère, ses frères et sa sœur à Poitiers. Tous sont très proches les uns des autres. Tiphaine est une jeune femme réservée, mais n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Après des études d'histoire de l'art, elle travaille comme auxiliaire de vie scolaire auprès des enfants autistes, un métier qu'elle adore. Intelligente et créative, Tiphaine fait du piano, de la peinture, du dessin, se passionne pour la Russie et le Japon, dont elle apprend les langues toute seule. Elle a d'ailleurs fait un premier voyage au pays du soleil levant en 2013. C'est un pays dont elle connaît bien la culture et les coutumes locales. Pour son deuxième voyage, en juillet 2018, elle avait tout prévu dans les moindres détails. 17 jours de vacances, du 27 juillet au 15 août, préparés pendant 6 mois. Une organisation nécessaire, Tiphaine souffre d'épilepsie et n'a aucune envie que sa maladie lui gâche le voyage, même si son traitement lui permet de vivre quasi normalement. À 36 ans, célibataire et sans enfant, Tiphaine vit seule dans un studio à quelques minutes de chez sa maman. Mère et fille sont très proches et pas un jour ne passe sans qu'elles ne se parlent. Anne, la maman, a même le double des clés de Tiphaine pour réagir rapidement en cas de crise d'épilepsie. Pour son périple, elle a prévu plusieurs boîtes de médicaments, a indiqué sur une feuille qu'elle porte toujours sur elle comment réagir et qui contacter au cas où elle ferait une crise. Une note qu'elle a bien sûr pensé à traduire en japonais. Elle avait tout prévu, je vous dis. Et quand elle s'envole seule fin juillet, Tiphaine rassure ses proches, le Japon est le pays le plus sûr du monde. Tiphaine part donc le 27 juillet. Elle atterrit à Tokyo et elle y passe sa première nuit. Le samedi 28, elle quitte la capitale en train. Quelques heures plus tard, vers 15h, elle arrive à la gare de Nikko. On la voit d'ailleurs sur les images de vidéosurveillance. Un t-shirt bleu, un pantalon fluide à motif et sa valise violette. Les cheveux lâchés, elle se dirige à pied vers son hôtel, le Turtle Inn, situé à 2 km de la gare dans un vieux quartier de la ville. Devant une vaste forêt, l'établissement à la façade orange ne paye pas de mine. Tiphaine fait son check-in vers 16h et envoie ensuite un message sur le groupe WhatsApp familial. Le fait d'arriver à 16h m'empêche de visiter les temples, ça ferme à 17h, 16h30, dernière entrée. Tant pis pour les temples, elle s'installe dans sa chambre, la chambre March, au rez-de-chaussée.
Elle surfe sur Internet, puis décide de sortir dîner. À cette heure-ci, la pluie inonde les rues de Nikko. Abritée par un poncho de pluie bleu, elle se réfugie dans un combini, une sorte de petite supérette qui propose aussi de la nourriture. Là, elle s'assoit et entame une conversation avec un couple de Français. Puis, elle rentre à l'hôtel. Le lendemain, la pluie a cessé. Tiffen se réveille aux alentours de 7h du matin et s'installe dans la salle commune pour le petit déjeuner 1 heure plus tard. Elle parle à un couple de touristes allemands. Elle rejoint ensuite sa chambre vers 9h et quitte l'hôtel à 10h30 selon l'hôtelier. Puis, elle disparaît. Et donc, une jeune touriste disparaît et on en reste là. Mais pourquoi ? Damien, Sybille et Stanislas sur France 3 laissent exploser leur frustration. Écoutez Sybille. Il y a des collectes d'informations de base qui ne sont pas faites, comme recueillir des témoignages de gens de l'hôtel que ma sœur a rencontrés. La police n'arrête pas de parler d'accidents. Peut-être qu'elle serait tombée dans la rivière. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils attendent pour fouiller cette rivière ? Les témoins qui ont croisé Tiffen, l'hôtelier, le couple de Français dans le combini, le couple d'Allemands, les autres clients de l'hôtel, personne n'a vraiment été interrogé. Et la chambre de Tiffen n'a même pas été placée sous scellé. Le choc des cultures est brutal pour la fratrie et les maladresses nombreuses. Au Japon, hors de question de remettre en cause le travail des autorités. Mais face à l'inaction des enquêteurs, les Véron perdent patience. Ils insistent pour que de vraies investigations soient lancées. Ils proposent des pistes. Mais la police de Nikko fait la sourde oreille. Aucune enquête ne sera ouverte sans indices supplémentaires. Au Japon, les disparitions sont tellement fréquentes que les autorités ne s'en inquiètent pas. Dans ce pays, il n'est pas rare en effet de disparaître volontairement, pour échapper à une dette, un déshonneur, une tromperie, à la perte d'un travail. Tous les ans, plusieurs dizaines de milliers de Japonais s'évaporent dans la nature ou choisissent la voie du suicide. Mais Tiffen n'a pas le profil. Elle n'avait aucune raison de disparaître volontairement. En réalité, les enquêteurs de cette petite ville s'accommodent bien de la piste accidentelle. Ils n'ont aucune expérience dans les enquêtes criminelles. Plus facile de penser que Tiffen est tombée dans la rivière que d'imaginer qu'elle ait pu faire une mauvaise rencontre. Pourtant, Nikko regorge d'endroits isolés, de maisons abandonnées et d'impasses propices à un enlèvement en toute discrétion. Abattus, les Véron n'ont plus le choix. S'ils veulent retrouver leur sœur, ils doivent mener l'enquête eux-mêmes et surtout médiatiser leur combat pour faire bouger les autorités locales. Tiffen Véron, française, 36 ans, cheveux brun clair, la plupart du temps attachés, yeux verts, 1m62. Voilà l'avis de recherche qui est placardé sur toutes les surfaces disponibles de la ville. Diffusée sur Facebook, la disparition de Tiffen ne passe plus inaperçue et les médias français s'emparent du sujet. 14 jours que la famille de Tiffen Véron se bat pour retrouver la jeune femme. Distribution massive des avis de recherche dans la gare ce matin. Pression sur les autorités locales pour obtenir leur aide. Conférence de presse devant les médias japonais. Tout pour tenter de garder encore espoir. Garder espoir et récolter un maximum de témoignages. L'opération fonctionne. Sans l'aide de la police et grâce aux réseaux sociaux, la famille Véron tente de recoller petit à petit les pièces du puzzle. Contacté, le couple d'Allemands qui a croisé Tiffen au petit déjeuner à l'hôtel le jour de sa disparition signale que Tiffen a dit qu'elle voulait aller visiter les musées et l'alignement des Bouddhas. Elle ne portait pas de couleur voyante. Voilà ce qu'ils disent. Laurent était aussi l'un des clients présents au Turtle Inn ce jour-là. Par mail, il raconte. Je viens de lire dans la presse que Tiffen Véron avait disparu. Le matin du 29 juillet, nous avons pris notre petit déjeuner en même temps qu'elle, à 8h30. Elle nous a dit vouloir visiter les temples de Nikko et le lac Shuzenzi dans la journée. Elle nous a semblé en bonne santé. Nous ne l'avons pas croisée à nouveau. Ces informations permettent d'orienter les recherches et d'ouvrir de nouvelles pistes. Les temples, les Bouddhas, le lac ou les musées, il faut fouiller toutes ces zones. Avec son réseau, la fratrie Véron entre en contact avec un certain Tae Ogawa, ancien de la police criminelle japonaise reconverti en consultant média. Selon lui,
Pas de doute, Tiphaine n'a pas décidé de disparaître. Elle n'aurait pas organisé autant son planning de visite. Un accident dans la rivière est aussi peu probable selon lui. Nikko est une ville très touristique et si Tiphaine avait glissé en pleine journée, eh bien quelqu'un l'aurait forcément vue. Son hypothèse est plus sombre. Tiphaine a pu se faire kidnapper, comme il l'explique face à Sybille dans l'émission Complément d'enquête. Mais ça pourrait être un enlèvement. Oui, pour moi c'est un acte criminel. Mais je pense qu'elle n'a pas été tuée. Mais moi non plus, je pense ça. Non mais moi j'en suis sûre qu'elle est séquestrée quelque part. Il est aussi très critique envers la police locale. Ogawa est clair, dès le début, l'enquête a été bâclée. En France aussi, la famille s'active. Anne, la mère de Tiphaine, décide d'écrire au président de la République, Emmanuel Macron. Une pression diplomatique sur les enquêteurs de Nikko pourrait faire bouger les lignes. Monsieur le Président de la République, je me permets de vous solliciter car je suis la maman de Tiphaine Véron, jeune femme de 36 ans qui a disparu alors qu'elle effectuait un voyage touristique au Japon. Nous constatons, malgré les efforts et la bonne volonté de la police, que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre. Interrogation des témoins, dragage de la rivière, recherche dans la forêt avec des chiens et géolocalisation de son téléphone. Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma haute considération. Les résultats ne se font pas attendre. Dès le lendemain, la police de Nikko propose de faire une inspection de la chambre de Tiphaine à l'aide du luminol, un produit qui réagit aux traces de sang. Damien se porte volontaire pour assister au test. Et dans la chambre, une petite trace apparaît sur le lit. Et plus inquiétant, sur l'un des murs, le produit révèle des traces d'éclaboussure, du bas vers le haut. Damien est stupéfait. Il se tourne vers l'un des enquêteurs, tout autant surpris que lui. Le test s'arrête là. Après une rapide analyse, la police conclut que les taches révélées ne sont pas du sang. Selon eux, le luminol a sans doute réagi à de la javel. Oui, de la javel. Aucune autre explication n'est donnée. Voilà, c'est ainsi. Ça vous paraît invraisemblable, mais c'est comme ça. Plus les jours passent, et plus la piste de l'accident dans la rivière perd en crédibilité. D'ailleurs, la majorité des habitants de Nikko est formelle. Le dimanche 29 juillet, la rivière n'était pas plus haute ou agitée que d'habitude. L'un des Français présents à l'hôtel le 29 juillet raconte au Véron que le dimanche, il ne pleuvait pas. Il est allé se balader dans la ville et vers 17h, il a entendu un bruit sourd comme un coup de feu venant de la forêt. Réponse de la police, c'est un pneu qui a dû exploser. Tiphaine ne peut pas avoir été victime d'un acte criminel. Il ne se passe jamais rien à Nikko. C'est un paradis pour touristes. Un paradis qui cache pourtant bien des zones d'ombre. En faisant leurs recherches quotidiennes, Damien, Sybille et Stanislas tombent un jour sur un curieux panneau, sur l'un des sites touristiques que Tiphaine voulait visiter. Il y est écrit « Ces derniers temps, il y a eu de nombreux incidents où un homme a touché physiquement des personnes après s'être fait passer pour un guide. Ce sanctuaire n'a jamais engagé de guide, alors faites attention à cette personne. » Voilà. Une piste à prendre quand même au sérieux. D'ailleurs, en naviguant sur le profil Facebook de ce faux guide, la famille s'aperçoit qu'il a publié une photo de Nikko le 28 juillet. Il était donc dans les parages le jour où Tiphaine s'est volatilisée. D'après certains témoignages, ce serait un frotteur et il proposerait des virées en voiture. La police nippone connaît l'inconnu. Un fou, selon eux, qui n'a pas été vu depuis plusieurs mois. La piste du faux guide est balayée d'un revers de main par les enquêteurs. Face à la pression médiatique et diplomatique, la police de Nikko décide d'organiser une battue dans la forêt. Ils auraient reçu le témoignage d'un randonneur qui aurait croisé une femme en robe et sandales dans le coin. Rien ne semble indiquer qu'il s'agisse de Tiphaine, mais les enquêteurs saisissent l'occasion pour montrer aux nombreux journalistes qu'ils sont bel et bien actifs sur le dossier. 64 policiers et 16 volontaires sont mobilisés. Le but, ratisser le mont Nakimushi, la rivière Daya et le site des cascades. Et étonnant, parmi les volontaires,
la fratrie Véron tombe nez à nez avec un personnage dont je vous ai déjà parlé, l'hôtelier du Turtle Inn. 6 heures plus tard, face aux caméras, le commissaire annonce que rien n'a été trouvé. Puis, il se tourne vers les Véron. Bon, à partir de maintenant, nous n'aurons plus autant de moyens pour chercher votre sœur. Nous avons d'autres affaires à gérer et comptons sur les habitants des environs pour la retrouver. Ils n'enquêteront plus. La piste accidentelle n'a rien donné et la piste criminelle n'est même pas envisagée par la police. Énième coup dur pour Damien, Sibylle et Stanislas. Livrés à eux-mêmes, la fratrie ne lâche pourtant rien. Tiphaine a été vue une dernière fois par l'hôtelier quand elle quittait l'établissement. Où est-elle allée ensuite ? Elle n'apparaît sur aucune vidéosurveillance le dimanche. Seule possibilité pour tenter de la localiser, exploiter les données de son téléphone portable dont elle ne se séparait jamais. Stanislas, le petit frère de Tiphaine, a réussi à entrer dans le compte Google de sa sœur. Il peut donc accéder à ses données Google Maps et le résultat est surprenant. Le téléphone ne semble pas être sorti de l'hôtel. Le dimanche 29 juillet, Tiphaine était connectée au Wi-Fi de l'hôtel jusqu'à 11h24, soit 1 heure après que l'hôtelier ait dit l'avoir vue sortir. Alors a-t-elle vraiment quitté l'hôtel à 10h30 comme il l'affirme ? Ou aurait-il menti ? Impossible d'en savoir plus sur la localisation du téléphone de Tiphaine. Il faudrait analyser le bornage de son portable et les données de l'opérateur. Et c'est à la police de Nikko d'en faire la demande, à l'opérateur japonais SoftBank. Mais c'est non, la police, une fois de plus, refuse d'aller plus loin. Une vingtaine de jours après la disparition de Tiphaine, alors que Damien et Sibylle fouillent les alentours d'un temple, un homme les interpelle. « Je sais où elle est, je sais ce qui lui est arrivé et je suis en mesure de tout vous dire. » L'homme est plutôt agressif et en remontant dans son van blanc, il affirme être Yakuza, membre de la mafia japonaise. Les Véron préviennent immédiatement la police et encore une fois, on les envoie sur les roses. La piste du Yakuza ne sera pas exploitée. Après 3 semaines de recherche, les Véron doivent rentrer en France sans Tiphaine, la tête pleine de colère et le cœur lourd. La fratrie atterrit en France, accueillie par la police judiciaire de Poitiers. Pendant qu'ils étaient au Japon, les enquêteurs français ont avancé de leur côté. Ils ont interrogé des témoins, fait des réquisitions auprès de Free, l'opérateur téléphonique, et transmis le signalement de Tiphaine à Interpol. Pour accélérer les recherches, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte par le parquet de Poitiers, ce qui pourrait permettre d'envoyer des enquêteurs français au Japon. Soutenue par la police française, la fratrie décide de se faire accompagner par une avocate poitevine, maître Emmanuelle Bernard. Enfin, ils ne sont plus seuls. Mais pour Damien, ça ne va pas assez vite. Au mois d'octobre, il repart, accompagné d'une amie, à la recherche de sa sœur. À la mi-octobre 2018, cela fait 2 mois et demi que la famille de Tiphaine vit dans l'angoisse, quand Sibylle, qui est journaliste, apprend que le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, vient rencontrer Emmanuel Macron. Pour elle, c'est l'occasion ou jamais. Elle se fait accréditer pour accéder au parvis de l'Élysée où une séance de questions-réponses entre journalistes et chefs d'État doit être organisée. Dans la cour, elle attend le cœur battant le moment où elle pourra se faire entendre. Les 2 hommes se présentent aux journalistes sur le parvis. Après un rapide discours, ils tournent les talons pour rentrer dans le palais. Et là, Sibylle laisse éclater sa détresse. Monsieur le Président, je suis la sœur de Tiphaine Véron, disparue au Japon. Le président français se tourne vers elle et assure que le dossier sera abordé. Quelques minutes plus tard, Sibylle est invitée à entrer dans l'Élysée. Face à elle, Emmanuel Macron, Shinzo Abe et l'ambassadeur de France au Japon, Laurent Pic. Sibylle a été entendue. La police française et japonaise vont coopérer. C'est un soulagement. Le soir même, le Premier ministre japonais en personne appelle la préfecture de Tochigi, dont dépend Nikko, et somme les policiers d'enquêter sérieusement.
Quelques jours plus tard, une nouvelle battue est organisée à Nikko, près de l'hôtel et de la rivière. Mais aucune trace de Tiphaine n'est retrouvée. Présent sur les lieux, Damien est consterné, persuadé que la police ne cherche toujours pas au bon endroit. Déterminé, il va faire tout son possible pour prouver que la piste accidentelle, la chute dans la rivière, n'est pas la bonne. J'arrive pas à me dire que Tiphaine n'est pas là, est morte, est décédée. Je me dis qu'on va la retrouver. J'attends que toutes les pistes soient élucidées. Voilà, il faut absolument que tout soit fait pour qu'on ait eu l'impression qu'on n'ait pas abandonné Tiphaine. Cette voix, au micro de l'émission C'est dans l'air, est celle de Damien Véron, le frère de Tiphaine, disparu au Japon depuis le 29 juillet 2018. Seule face à l'immobilisme de la police nippone, la famille Véron s'accroche. Mais malgré les nombreuses pistes à explorer et l'intervention d'Emmanuel Macron et du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, rien ne se passe. À Nikko, face aux journalistes, les enquêteurs font mine de s'activer. Mais en réalité, ils brassent de l'air. Tiphaine est introuvable, les jours passent et les scénarios qui se dessinent sont de plus en plus macabres. Le Japon est le pays le plus sûr du monde. Combien de fois Tiphaine a-t-elle utilisé cette phrase pour rassurer ses proches, inquiets de la voir partir seule? Aurait-il dû la retenir? Pour nous, occidentaux, le Japon apparaît comme un pays ultra sécurisé et ses habitants sont perçus comme des gens polis, exemplaires, respectueux des règles. Les Véron croyaient également en ces clichés, mais au fil des jours, cette image d'Épinal commence à se fissurer de plus en plus. En effet, dans les jours qui ont suivi la disparition de Tiphaine, plusieurs corps ont été découverts dans la région de Nikko. Un crâne près d'une voie ferrée et 2 femmes égorgées dans un parking. De manière régulière, la rivière qui traverse cette petite ville rejette également des cadavres. Entre 2018 et 2022, plus de 15 corps ont été retrouvés dans la préfecture de Tochigi. On est bien loin du paradis pour touristes, vanté par les autorités japonaises. Tiphaine aurait-elle croisé le chemin d'un tueur en série en quittant son hôtel? Si on résume depuis le début de l'affaire, les profils suspects ne manquent pas. L'hôtelier, qui a menti sur l'heure de départ de la jeune femme. Le faux guide, habitué à rôder près des sites touristiques. Ou encore le yakuza, qui prétend connaître l'endroit où elle se trouverait. Par sa configuration, la ville de Nikko semble offrir un terrain propice aux actes criminels. Plus on s'éloigne du centre-ville, et plus il y a d'endroits isolés. Ruelles sombres, parkings déserts, maisons abandonnées. La police de Nikko ne semble guère troublée par l'atmosphère criminelle qui plane sur la ville. Des morts, oui, il y en a. La ville est réputée pour être un lieu où l'on met fin à ses jours. Donc, pour les enquêteurs nippons, les cadavres sont ceux de suicidés. Alors comment progresser lorsque la police semble incapable de résoudre des enquêtes criminelles? Comment avancer face à tant de différences culturelles? Au Japon, il n'existe ni juge d'instruction pour diriger les investigations, ni partie civile, ni perquisition, ni garde à vue pour les suspects. En l'absence d'indices solides, les enquêtes stagnent. Les affaires criminelles se résolvent souvent par hasard, grâce à des aveux, ou bien si le suspect est pris en flagrant délit. Dans ce pays, tout repose sur le mérite et la réputation. Dans l'affaire Tiphaine Véron, les policiers de Nikko jouent la leur. Non, ils ne souhaitent pas collaborer avec la justice française, ils n'ont pas besoin d'aide. Et non, ils ne veulent pas explorer la piste criminelle. Le risque d'un échec entacherait leur image. Tiphaine est tombée dans la rivière, son corps refera surface un jour, un point, c'est tout. Et sans le soutien de la justice française, Tiphaine pourrait bien ne jamais être retrouvée. Sur place, Damien nage à contre-courant, enchaînant les déceptions. Aucun mandat n'a été délivré pour accéder aux données téléphoniques de Tiphaine. Et plus le temps passe, plus le risque que ces données soient effacées est grand. Et sans ces données, si Tiphaine est sortie de son hôtel au moment de sa disparition, impossible de la localiser précisément. L'année 2018 touche déjà à sa fin et hormis sa famille, plus personne ne recherche la jeune femme. Ah si, peut-être, Kazunari Watanabe,
un retraité, ancien homme de ménage, originaire de Tokyo, qui offre son aide précieuse au Véron depuis le début. Il multiplie les voyages à Nikko, dessine et colle ses propres avis de recherche avec le portrait de Tiphaine, frappe aux portes des habitants pour recueillir des témoignages. Il a refait plusieurs fois le trajet de Tiphaine depuis la gare jusqu'à son hôtel, observant chaque détail avec minutie. Lorsqu'un avis de disparition est déchiré sur un poteau, il prend soin de le remplacer. Et dans sa poche, il garde toujours une photo où il pose avec Damien, Sibylle et Stanislas afin de pouvoir rassurer Tiphaine au cas où il la croiserait. Et l'enquête personnelle de ce retraité a conduit à l'identification d'un nouveau suspect, un ouvrier qui aurait travaillé près de l'hôtel de Tiphaine le week-end de sa disparition. D'après une habitante du quartier, la touriste française lui aurait demandé son chemin. Depuis, cet ouvrier a disparu sans laisser de traces. Comme les Véron, Watanabe est convaincu que Tiphaine n'a pas chuté dans la rivière et qu'elle est encore en vie quelque part. Plein d'espoir, il refuse de stopper ses recherches. En mai 2019, Damien et Sibylle retournent une nouvelle fois au Japon, accompagnés d'experts français. Pour écarter la piste de l'accident dans la rivière, la famille Véron embauche à ses frais une équipe de la Mountain Medic Events. Secouristes de haute montagne, ils sont spécialistes des interventions en milieu hostile. Pendant 10 jours, l'équipe de secouristes explore sur 15 km les berges et la rivière. C'est un travail harassant. Malgré leurs efforts, la conclusion est sans appel. Aucun objet appartenant à Tiphaine ni son corps ne se trouve dans cette zone. Avant de rentrer en France et de clore définitivement la piste de l'accident dans la rivière, Damien, Sibylle et leur interprète demandent les relevés officiels au service de gestion des rivières. Y a-t-il eu, oui ou non, une crue importante le jour de la disparition de Tiphaine ? Depuis le début, la police insiste sur le fait que de fortes pluies ont fait monter le niveau de l'eau, rendant le site dangereux. Mais les chiffres sont clairs, la rivière n'était ni plus haute ni plus agitée que d'habitude. Tiphaine a disparu depuis presque un an. Son appartement à Poitiers, vide depuis trop longtemps, est devenu une charge financière que la famille ne peut plus assumer. Alors on débarrasse ses affaires, les photos, les vêtements, les souvenirs, dans la maison des parents. Au micro de France 2, sa mère veut garder espoir. C'est le regard de Tiphaine bien vivant qui nous rappelle à chaque instant qu'il faut qu'on soit toujours combattant pour aller la chercher, la sauver si elle est toujours en vie. En juin 2019, les Véron apprennent par l'intermédiaire de leur avocate, maître Emmanuel Bernard, qu'une équipe de la police judiciaire de Poitiers vient de rentrer de Nikko. Les enquêteurs ont passé quelques jours sur place pour récupérer le rapport de la police japonaise, mais ils n'ont pas pu mener leur propre investigation. Ils n'ont été accueillis qu'en tant que simples observateurs. Une nouvelle en demi-teinte pour la fratrie. Le rapport de police, attendu depuis octobre 2018, est enfin arrivé en France. Mais la police japonaise refuse toujours de collaborer avec la PJ de Poitiers. Et puis, il faut encore attendre que le rapport soit traduit pour qu'il puisse être exploité par la juge d'instruction. Mais il en faut plus à la fratrie Véron pour abandonner. Pour marquer le premier anniversaire de la disparition de Tiphaine, Damien et Anne, la maman, repartent à Nikko. Sur place, ils sont rejoints par une équipe cynophile japonaise spécialisée dans la recherche de corps. Pendant 5 jours, 7 chiens fouillent minutieusement les sentiers et zones de promenade autour de l'hôtel de Tiphaine. Mais, une fois de plus, cela ne donne rien. Au même moment, en France, un homme influent accepte d'aider la famille. Xavier Niel. Le PDG de Free fait analyser le bornage du téléphone de Tiphaine. Et son équipe technique révèle que le téléphone a reçu plusieurs appels dans l'après-midi du 29 juillet 2018, mais qu'aucun n'a abouti. L'appareil n'aurait même pas sonné. Puis, il a cessé de fonctionner soudainement à 20h11. Selon les techniciens, il est possible que le portable ait chuté, que la batterie ait été arrachée.
Quoi qu'il en soit, il n'a pas été éteint volontairement. Un incident s'est produit. Free ne peut pas localiser l'appareil, mais ces éléments renforcent l'hypothèse de la famille. Tiphaine a fait une mauvaise rencontre. De retour à Poitiers, Anne, Damien, Sybille et Stanislas attendent des nouvelles de la juge d'instruction. La traduction du rapport prend du temps. Un temps fou. 4 mois s'écoulent avant que la magistrate ne les convoque enfin fin décembre 2019. Mais, une fois de plus, c'est la douche froide. Bien sûr, ce dossier, c'est une coquille vide. Aucun procès-verbal, des auditions menées à la hâte, aucune image de vidéosurveillance et seulement quelques relevés téléphoniques. Bref, du vent. Faute d'éléments exploitables, la juge et les enquêteurs se découragent et finissent par abandonner l'affaire, s'alignant sur la conclusion de la police de Nikko. Tiphaine a eu un accident et tout a déjà été fait pour la retrouver. La famille se retrouve de nouveau seule face au mystère de la disparition de Tiphaine. À la fin de l'année 2019, le moral de la fratrie et de la mère de Tiphaine est au plus bas. La police japonaise refuse de collaborer. La juge française envisage de clore le dossier. Et les nombreux allers-retours au Japon ont coûté une fortune. Damien décide de quitter son emploi de paysagiste pour se consacrer entièrement à la recherche de sa sœur. En novembre 2019, il fonde l'association Unis pour Tiphaine, afin de récolter des dons pour financer les enquêtes à Nikko, les voyages, les frais d'avocat et toutes les actions sur place. Quand enfin, l'année 2020 débute avec une lueur d'espoir. Pour relancer le dossier, les proches de Tiphaine ont décidé de changer d'avocat. Cette fois-ci, ce sera Maître Antoine V, collaborateur du célèbre Éric Dupond-Moretti. Il reprend le dossier depuis le début. Il identifie tous les manquements, sollicite des expertises et demande des actions à la juge. Surtout, il engage un enquêteur privé pour approfondir les investigations. Et pas n'importe qui, Jean-François Abgral, un ancien gendarme connu pour avoir fait arrêter les tueurs en série Émile Louis et Francis Holm. Regain de motivation pour les troupes, mais c'était sans compter une actualité internationale qui va rebattre à nouveau les cartes. Et oui, la pandémie de Covid-19. Le monde est à l'arrêt et l'enquête sur place est donc impossible. En juillet 2022, 4 ans après la disparition de Tiphaine, la juge d'instruction française décide définitivement de clore le dossier. L'enquête pour enlèvement et séquestration est ainsi bouclée. Mais Damien, Sybille, Stanislas et leur maman Anne ne comptent toujours pas baisser les bras. Après 2 ans de collaboration avec Maître Antoine V, déterminé à rouvrir l'affaire, il change à nouveau d'avocat et se tourne vers Maître Corinne Herman, spécialiste des affaires non résolues. Deux ans se sont écoulés depuis leur dernière visite et les mentalités ont évolué. Damien se confie au micro de France 3. Ce qui a été intéressant pendant notre mois au Japon, c'est de voir que les journalistes japonais, que les Japonais eux-mêmes commencent à s'interroger et à se dire que finalement la piste accidentelle est peu probable et qu'ils aimeraient que la piste criminelle soit explorée. À leur retour en France, une lueur d'espoir enfin. Le dossier sur la disparition de Tiphaine est confié au pôle des crimes non élucidés de Nanterre et une nouvelle commission rogatoire internationale est en cours. 2 juges d'instruction sont désormais chargés de reprendre l'enquête. Toutes les démarches qui auraient dû être entreprises dès le départ sont exigées. Recherche de traces ADN, expertise sur la valise de Tiphaine, analyse des images de vidéosurveillance, expertise scientifique, interrogatoire, envoi des juges au Japon. La tâche reste complexe car le Japon persiste dans son refus de coopérer pleinement. Mais qu'à cela ne tienne, les frères et la sœur de Tiphaine décident de porter l'affaire jusqu'à l'ONU. L'organisation internationale multiplie les demandes de collaboration au Japon. Il faut maintenir coûte que coûte la pression sur les Japonais. Première victoire en novembre 2023, le gouverneur de la préfecture de Tochigi présente publiquement ses excuses à la famille.
C'est un geste exceptionnel et il promet de prendre des mesures pour débloquer le dossier. Damien Véron lance début 2024 l'association nationale Tiphaine pour la recherche des disparus, Entraide. Sa nouvelle mission, aider les Français à retrouver leurs proches disparus à l'étranger. En groupe, ils seront plus forts dans les démarches administratives et judiciaires. Il n'en oublie pas pour autant sa sœur et lance 6 ans après sa disparition un nouvel appel à témoins. Peut-être avez-vous croisé Tiphaine en juillet 2018. Peut-être avez-vous photographié un suspect en lien avec elle. Une cagnotte en ligne est aussi organisée pour avoir les fonds nécessaires à une enquête privée à Nico. Et je suis en studio avec Damien Véron. Damien Véron, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça nous fait très plaisir de vous avoir en studio. Bonjour. Vous êtes le frère de Tiphaine et l'auteur du livre « Tiphaine, où es-tu ?», coécrit avec votre sœur Sybille et publié aux éditions Robert Laffont. D'abord, je tenais vraiment à vous remercier d'être avec nous en studio aujourd'hui. J'espère que cette interview servira, on en reparlera à la fin, à donner des dons, car vous relancez justement une cagnotte, on va en parler à la fin. En tous les cas, malgré la fatigue, la lassitude et les faux espoirs que vous avez subis durant toutes ces années, vous restez déterminé et prévoyez de mener une dernière année d'enquête avec un ultime voyage au Japon en 2025. Pourquoi un ultime voyage ? Je pense que vous l'avez dit, c'est un combat très long, épuisant. On a fait énormément de choses avec nos enquêteurs. L'ONU nous a rejoints avec nos avocats. Il a fallu décrypter la culture japonaise. Donc tout ça, c'est long, c'est fatigant. Au bout d'un moment, si vous voulez, on a réussi à voir quels étaient les suspects qui auraient pu faire du mal à Tiphaine. Donc ils sont là, ils sont ciblés. Donc effectivement, maintenant, c'est de trouver des éléments. Donc on va essayer d'y aller à fond. C'est pour ça qu'on relance aussi des dons donc pour financer cette dernière mission. Vous dites on a identifié des suspects et c'est vrai que j'en ai parlé longuement pendant le récit. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que les enquêteurs japonais n'aillent pas vers ces suspects alors qu'ils sont là? Il y a des éléments. Mais oui, c'est tout notre drame depuis 6 ans. Le système judiciaire japonais est très différent du nôtre. C'est même incompréhensible pour nous de l'appréhender. Au Japon, vous avez une enquête criminelle qui est ouverte quand la personne est arrêtée. Donc ça peut paraître absurde, parce que si vous voulez, en fait, il ne peut pas être arrêté avant. Donc oui, des suspects ont été identifiés. En France, d'ailleurs, la police française l'avait tout de suite dit, quand ils se sont investis de l'affaire de Tiphaine, qu'il fallait qu'il y ait des gardes à vue, notamment du propriétaire ou des personnes qui ont vu Tiphaine la dernière fois, ce qui n'a jamais été fait, puisqu'au Japon, la garde à vue n'existe pas. Il aurait fallu aussi qu'il y ait des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques. Enfin, tout ça, ça n'a jamais été mené. Puisqu'au Japon, ces auditions ou ce type de réquisitions sont faites quand la personne a été arrêtée. Donc, en fait, vous êtes bloqué. Oui, donc c'est ubuesque. Pour nous, ça nous paraît ubuesque, parce que c'est à l'envers. Ah, mais complètement. Vous n'avez pas de juge d'instruction, si vous voulez. Le procureur, donc, finalement, accepte les gardes à vue, ou en tout cas que les gens soient arrêtés quand vraiment vous avez des épreuves béton, des preuves béton. Il y a une affaire qui m'a intéressé, c'est l'affaire Lucy Blackman. C'est exactement le cas. Enfin, avant d'être coincée, la personne avait fait énormément de délits, beaucoup de viols, de crimes. Et finalement, il a fallu énormément de preuves cumulées. Donc nous, ils sont là, les suspects, mais pas arrêtés. Et alors, pourquoi cette piste qui ne tient pas du tout la route? On l'a vu, puisqu'il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de rivière qui sort de son lit au moment où votre sœur y est. Pourquoi cette piste accidentelle? Pourquoi il s'attache uniquement à cette piste? Je pense qu'au début, au Japon, quand vous allez voir les policiers et qu'ils annoncent une piste, les Japonais ne contestent jamais. Si vous voulez. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on la conteste. Je pense qu'il y a eu un choc de culture, nous et eux. Donc je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Sauf qu'ils sont quand même revenus sur leur position avec le temps. Puisqu'on leur a montré des données. Donc ils disent oui, l'accident reste possible. Mais maintenant, ils expliquent qu'ils travaillent sur d'autres pistes. Bon, cependant, les suspects n'ont toujours pas été auditionnés. Vous n'avez toujours pas d'enquête criminelle ouverte. Enfin, le blocage est toujours le même. Mais ils ont revu un petit peu leur position. Puisqu'en fait, ils ont réalisé qu'on avait aussi énormément travaillé, qu'on avait eu les chiffres de la rivière, et que, comme vous l'avez dit, une crue, en tout cas, le fait que Tiphaine soit tombé à l'eau est peu probable. Bien sûr.
Savez-vous aujourd'hui à quoi correspondent les traces révélées par le luminol dans la chambre de Tiphaine? Bah non, ça aussi, ça fait partie de quelque chose. Enfin, ça, en fait, ils ont voulu absolument, donc c'était en début août, ça faisait déjà une semaine qu'on était à Nikko, après la disparition de Tiphaine, ils ont voulu absolument que je sois témoin, justement, de ce test au luminol. Donc, moi, j'ai vu des éclaboussures, j'ai vu que les officiers Quoi comme japonais... éclaboussures? C'était très bizarre, ça faisait comme le long d'un mur, des éclaboussures, comme des projections de jets partant de la base. Donc j'ai vu ces espèces de lumières bleues. J'ai vu que l'officier japonais en face de moi était lui aussi surpris de voir ces éclaboussures. Donc j'ai bien compris qu'en fait, il n'y avait pas eu de test avant. Donc, alors après, tout le monde me dit, est-ce que c'est le sang Tiphaine? Peut-être pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce rapport, ça fait 6 ans qu'il est demandé, que ce soit par la justice française. Maintenant, l'ONU a demandé à ce que ces pièces soient, elles aussi, communiquées à la famille ou en tout cas à la justice, et c'est toujours pas le cas. Mais j'en parle encore de ces taches que vous avez vues au luminol. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'elle n'est pas sortie de la chambre, selon votre hypothèse, et que ça serait quelqu'un à l'intérieur de l'hôtel qui aurait fait du mal à votre sœur? En tout cas, les derniers éléments factuels qu'on a, c'est que on a réussi, si vous voulez, face à notre petit frère à l'époque, qui avait réussi à pénétrer sa messagerie Google, et on voyait que les points GPS de Google indiquaient qu'elle était dans son hôtel pratiquement jusqu'à 11h40. Donc de manière très factuelle, elle est dans sa chambre d'hôtel pratiquement jusqu'à 11h40. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose dans sa chambre d'hôtel? Peut-être. En tout cas, rien n'indique qu'elle est sortie. Voilà, de manière factuelle. Rien n'indique qu'elle est sortie. Est-ce que vous avez pu explorer la piste du coup de feu aussi, qu'on entend en fin d'après-midi par un touriste le jour de la disparition de Tiphaine? Mais oui, effectivement, ça aussi, ça nous avait glacé le sang quand ces 2 touristes nous avaient dit avoir entendu comme un coup de feu. Ça justifie parfaitement le blocage depuis 6 ans. C'est-à-dire que les Japonais, quand vous leur demandez de répondre à des questions précises, que ce soit le coup de feu, que ce soit le luminol ou autre, ou alors il y a énormément de faits divers à Nikko, donc on les sollicite là-dessus, ils répondent toujours que ça n'a pas de lien avec Tiphaine et que c'était probablement un pneu qui a explosé plus loin. Sauf qu'ils le disent, mais ils ne le justifient jamais par aucune pièce. Donc c'est tout notre drame depuis 6 ans. Bien sûr. Alors justement, on est 6 ans après la disparition de votre sœur Tiphaine. Quels sont vos liens actuels avec la police sur place? C'est paradoxal, parce qu'en fait, si vous voulez, donc, quand on est arrivé pour chercher Tiphaine à Nikko, ça ne s'est pas bien passé. Nous, on les a heurtés. Il y avait un foulard qui traînait près d'une rivière. Il nous expliquait que c'est celui de Tiphaine. Il le laissait traîner au lieu de le ramasser. Donc, on a eu des frictions. Mais finalement, alors c'est mal passé parce qu'au début, ils nous ont redonné la valise de Tiphaine le premier jour en disant « rentrez chez vous, il ne se passera plus rien ». Mais grâce à la médiatisation, et grâce aux médias japonais, en fait, ils ont accepté ensuite de nous recevoir. Donc finalement, depuis 6 ans, à chaque fois que je vais au Japon, j'ai toujours des réunions. Donc j'ai un très bon contact avec la police de Nikko maintenant. Ils sont très polis. Oui, ils sont très polis. Et puis surtout, ils organisent des réunions, ils me répondent. Sauf que moi, je préférais plutôt qu'ils communiquent les pièces, notamment la justice française, donc notamment maintenant le pôle Cold Case, pour qu'ils puissent voir ce qui a été fait. Parler de la piste du luminol, c'est important de savoir ce qui a été fait. Parce qu'il semblerait qu'il n'ait pas fait de prélèvement dans la chambre. Ça, c'est des choses qui peuvent toujours être faites, même maintenant. Oui, bien sûr. Que la chambre n'a pas l'air d'avoir été remaniée. D'accord. Et là, vous parlez du pôle Cold Case. C'est un pôle qui a récupéré le dossier de votre sœur? Exactement, tout à fait. Depuis quand? Depuis janvier 2022. Alors, on n'a pas eu de chance parce que... Enfin, ça, c'est une grande chance, pardon, qu'on ait évidemment le pôle, parce que tout ce qui n'a pas été fait de France va pouvoir être fait. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une collaboration entre la police japonaise, entre les autorités judiciaires japonaises et françaises? Est-ce qu'il y a une collaboration? Parce que vous, en effet, vous êtes reçus de manière polie, etc. Ça, il n'y a pas de souci, mais il ne se passe pas grand-chose derrière. En revanche, face aux policiers français, est-ce qu'il y a une attitude d'ouverture sur l'enquête? Non, ça a été notre drame. Enfin, il y a eu tout de suite un canal diplomatique qui a été établi. Donc déjà, c'était une chose importante. Ma sœur Sybille avait courageusement interpellé Emmanuel Macron dans la cour de l'Élysée, elle est journaliste, donc elle avait pu. Donc ça avait permis, si vous voulez, qu'un canal diplomatique soit établi. Donc il était là, sauf que la juge de Poitiers, dépassée devant la complexité de notre affaire, si vous voulez, avait refusé d'aller à Nikko alors qu'elle aurait pu aller sur place. Donc il n'y avait pas eu non plus de déplacement des juges. Ouais, donc même du côté français, c'est pas allé assez loin selon vous? À l'époque, non. À l'époque. Cependant, il y a quand même eu des commissions rogatoires qui avaient été demandées. Et là, vous avez raison, on voyait bien que, si vous voulez, les Japonais répondaient, mais à côté. Par exemple, c'est redemandé là, dans la dernière commission rogatoire par le pôle Cold Case. Les Japonais expliquent qu'ils ont conservé 800 heures de vidéos de caméra de surveillance. Ça, c'est quelque chose qui est demandé depuis 6 ans. Puisque
la France aimerait pouvoir les analyser, vérifier. Et surtout, nous, on a constaté en étant à Nikko que, si vous voulez, les officiers japonais avaient du mal à distinguer les faciès européens. Donc on se dit peut-être que Tiphaine figure sur ces vidéos de caméra surveillance. Donc ça, c'est quelque choses qui sont demandées, oui, depuis le début. Mais d'après vous, qu'est-ce qui bloque à ce point-là? Ah non, mais je pense que ce qui bloque, c'est qu'en fait, déjà, ils sont un petit peu obtus, ils ne veulent pas coopérer. Mais il y a une raison derrière, c'est pas possible. Mais je pense qu'ils comprennent. C'est une culture. Non, mais vous avez raison. Je pense qu'ils comprennent pas qu'en France, il existe, qu'on peut se constituer partie civile. Ça, pour eux, c'est impossible, puisque même au Japon, les avocats n'ont presque aucun pouvoir. Ouais. Donc déjà, je pense ils avaient beaucoup de réticence à donner les éléments parce qu'ils ne comprenaient pas cette notion. Alors pourtant, j'allais à chaque fois à ces réunions avec notre avocat japonais qui essayait de leur expliquer. Donc je pense que ça bloque. Et puis en fait, alors c'est agaçant, parce qu'il y a quand même des traités qui les lient avec l'Union européenne, qui justement devraient les inciter et les obliger à coopérer de manière judiciaire. Mais ils ont un frein, ils veulent pas, ils considèrent que la propriété privée est aussi quelque chose d'essentiel. Donc en donnant des identités, et puis je pense qu'il y a aussi le fait c'était un argument qui avait été avancé au début, c'est qu'ils veulent garder une image plutôt positive de Nikko aussi. Aussi, alors ça, vous avez raison, ça c'est autre chose. C'est quand même une ville très touristique. Il ne faudrait pas dire du mal de cette ville touristique. Et j'imagine également qu'ils n'ont clairement pas la même culture. Vous avez été aidé dans votre enquête par le détective, enquêteur privé, Jean-François Abgral. Il est toujours avec vous, il vous a aidé dans votre recherche? Il a eu un impact important, puisqu'à l'époque, c'était Éric Dupond-Moretti, donc c'était Maître Antoine Vey, qui était à la tête de nos dossiers, qui nous avait suggéré, pour faire une nouvelle demande d'acte, justement qu'on soit appuyé par un détective. Puisqu'entre-temps, nous, on avait eu des témoignages. Par exemple, vous aviez eu 2 jeunes femmes en novembre 2020 qui avaient été prises en guet-apens près de Nikko, qui, ça nous a incité justement à enquêter, à faire des choses. Donc lui, Jean-François Abgral, a pu justement récupérer ces témoignages, avoir une analyse de la région, de ce qui se passait, ce qu'on appelle de voir le climat criminologique de la région. Donc, il a qui est important, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, alors vous avez raison. En parallèle, on a découvert... Dès la première semaine où on est arrivé pour chercher Tiphaine, qu'il y avait un corps démembré retrouvé dans une rivière, à la fin du mois, une tête retrouvée, et puis au fur et à mesure des années, qu'il y avait énormément de corps. Un corps démembré dans une valise, et puis en plus, ça, c'est un rapport qui nous est parvenu en début d'année dernière, en milieu d'année, pardon, c'est que vous avez aussi énormément d'agressions, de femmes, d'agressions sexuelles. Enfin, je veux dire, c'est énorme tout ce qui se passe à Tochigi. Donc lui, le fait qu'un enquêteur de son calibre, mettre ça en avant, effectivement, c'est important. Que nous, on le dise, qu'on le voit à travers des faits divers, c'est important, mais que lui le mentionne, c'est essentiel. Donc oui, il a aidé à participer à la demande d'acte, il a pu faire une analyse, mais après, le problème, c'est qu'enquêter au Japon, c'est extrêmement complexe. Et vous, Damien, votre intime conviction, quelle est-elle? J'ai toujours du mal à répondre à cette question, parce que comme on a été un petit peu mis devant le fait accompli, on a dû enquêter nous-mêmes, on a toujours essayé d'avancer par éléments. Donc, en faisant l'enquête nous-mêmes. Après, moi, je pense qu'il est probable que Tiphaine ait été soit agressée dans sa chambre d'hôtel, ou soit dans les environs. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'elle soit encore en vie, qu'elle nous attende. C'est la raison pour laquelle vous avez monté votre association. Est-ce que votre association, alors, elle part de cette quête de votre sœur, mais elle a aussi permis peut-être de retrouver d'autres personnes disparues depuis sa création? Alors, oui, tout à fait. On a créé donc Unis pour Tiphaine. Donc là, c'est vraiment l'association dédiée à Tiphaine. Et en fait, au fur et à mesure de nos recherches, on est rentré en contact avec d'autres familles, et on a vu qu'on n'était pas les seuls. En Argentine, en Nouvelle-Zélande, aux Seychelles, enfin vraiment partout. Donc, on a beaucoup discuté avec ces familles et on a décidé, là, en début d'année, de créer, enfin l'année dernière, mais l'association s'est officiellement créée cette année, de créer l'Entraide, qui est une association dédiée justement à toutes les autres familles qui ont des disparitions à l'étranger. Et alors, comment ça se passe en fait? Vous prenez un avocat tous ensemble, des enquêteurs? Comment vous arrivez à faire bouger les lignes et à enquêter de votre côté? Alors, c'est pas vraiment de l'enquête, c'est vraiment une assistance aux familles qui ont ces disparitions à l'étranger. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est que vous devez évidemment mobiliser la France, qui a un rôle à jouer. On voit que les ambassades se mobilisent. Mais ce qui est compliqué, c'est que vous devez aussi aller sur place et comprendre, on a mis du temps, vous l'avez vu avec le Japon, mais comprendre le système judiciaire du pays dans lequel la personne a disparu. Donc c'est plus une assistance. Et après, si nécessaire,
être capable de pouvoir mobiliser des enquêteurs, des fonds. Mais en fait, l'association, on va la gérer avec des professionnels autour de nous qui apporteront une assistance juridique et juridique, tout à sociale, fait. J'imagine. Oui. Damien, vous avez mis, depuis la disparition de votre sœur, vous avez mis votre vie professionnelle en parenthèse, si je puis dire. Aujourd'hui, vous vous consacrez entièrement à cette association, c'est ça? Votre vie aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, je suis paysagiste, je continue à faire quelques chantiers, parce qu'il faut vivre. Mais effectivement, le dossier de Tiphaine, l'association de Tiphaine me prend un temps fou. Et maintenant, la nouvelle association qu'on est en train de créer me prend aussi du temps. Mais l'objectif de l'entraide, c'est d'avoir énormément de gens capables d'apporter une assistance rapide à ces familles. Donc, c'est pas évident, parce que vous avez vu la complexité selon le pays du lieu de la disparition. Donc, on va faire notre maximum, mais c'est vrai que c'est pas évident. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, aujourd'hui, Damien, votre famille, votre sœur, vos frères et votre maman comment vous vivez aujourd'hui, 6 ans après la disparition de Tiphaine? Je pense qu'on est tous investis. Je pense que je reste le leader du combat, mais sans ma famille, je ne pourrais pas avancer. C'est-à-dire que chaque action, on l'a fait en se concertant, en y réfléchissant. Après, moi, je cherche tout le temps les prochains leviers pour qu'on puisse avancer. Donc non, on est épuisé, effectivement, parce que le problème de la disparition, c'est que... Il n'y a pas de réponse. C'est ça. Donc notre mère, souvent, elle nous dit, mais peut-être que Tiphaine n'est plus là, mais si ce n'est pas le cas, si elle nous attend quelque part, qu'on est là en train si vous voulez, de pas nous battre. Donc c'est ça, en fait. C'est vraiment ce qui est horrible dans la disparition, c'est ça. C'est que vous ne savez pas et vous avez tous les sentiments qui vous habitent en permanence. Si nos auditeurs souhaitent vous aider, comment peuvent-ils faire passer un message? C'est le moment. Vous avez une association Entraide. Je précise que c'est pas l'écriture qu'on peut imaginer. C'est ANTRED, c'est ça? Exactement. Entraide. Alors il y a 2 associations. Donc il y a Unis pour Tiphaine, où là on fait des appels aux dons pour financer notre prochaine mission au Japon notamment. Donc c'est vraiment... Où est-ce qu'on peut vous mettre de l'argent? Comment ça peut se passer? Alors il faut aller sur le... Tout à fait, vous avez raison. Il faut aller sur le site unipourtiphaine.org. Voilà, à partir de là, vous pouvez faire un don, 1 euro, 2 euros. On a ouvert une cagnotte. Donc ça va être l'objectif de financer notre prochain voyage et nos prochaines actions, nos enquêteurs, tout ce qu'on est en train de mettre en place. Après, l'entraide, pour l'instant, on est à la recherche de gens qui veulent nous aider. Donc c'est plus des bénévoles, plus que des fonds pour le moment, puisque l'objectif de cette association, c'est d'obtenir un rescrit fiscal qui permettra aux gens qui nous donnent d'avoir un reçu fiscal. D'accord. Donc ça, on n'a pas encore ouvert les dons pour l'entraide. Message passé. Quand est-ce que vous repartez au Japon, Damien? Je pense au mois de juin de l'année prochaine. Au mois de juin. Donc ça laisse un petit peu de temps pour faire des dons, chers auditeurs. Et j'ai une dernière question à vous poser. Je me rends compte que je ne vous l'ai pas posée et elle me paraît absolument essentielle. On a raconté, j'ai longuement parlé de Tiphaine pendant ce récit, mais moi, Tiphaine, je ne la connais pas. Les auditeurs ne la connaissent pas. Comment elle était, Tiphaine? C'était quoi sa personnalité? Alors Tiphaine, c'est une artiste, donc elle est rêveuse. Elle aime le Japon, elle adore la Russie. Enfin, vraiment, elle adore dessiner. C'est une artiste. Elle a fait un master d'histoire de l'art. Donc, elle a une personnalité, c'est très particulier parce qu'elle est à la fois, rêveuse, attachante, souriante, toujours enthousiaste. À chaque fois, chaque proposition familiale, c'est toujours elle qui est partante. Donc non, elle est toujours heureuse, toujours de bonne compagnie. C'est marrant parce que je vous pose une question sur votre sœur et votre regard s'illumine. Et ça, vous ne pouvez pas le voir, les auditeurs. C'est pour ça que je le précise. Damien a les yeux qui s'illuminent quand il parle de sa petite sœur Tiphaine, pour qui on a une pensée aujourd'hui. Merci, Damien, d'être venu dans notre studio pour parler de la disparition de votre petite sœur Tiphaine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide consacrée à la disparition de Tiphaine Véron au Japon. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur mon Instagram ou sur les réseaux sociaux de Bababam et n'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Merci encore à tous pour votre fidélité.